Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la Tribune des Pirates et nous recevons Louis Egoïne Delarge, écrivain, auteur du livre Vie sublime et autres gourmandises. Bonjour Louis Egoïne Delarge. Bonjour. Vous êtes auteur de deux ouvrages, donc un jeune écrivain. Pourriez-vous vous présenter pour nos éditeurs, pour le peu de monde qui ne vous connaît pas encore? C'est ça, j'ai sorti un premier livre en 2021 qui s'appelle Chronique de l'en-bas, fin 2021, qui rassemble tout un tas de petits textes que j'ai écrits entre mes 18 et mes 30 ans, donc 12 ans d'écriture, 12 ans de graphomanie qui me paraissait avoir une qualité littéraire suffisamment intéressante pour être publié. Et là, je publie le premier projet littéraire que j'ai pensé comme tel de A à Z, qui s'appelle Vie sublime et autres gourmandises, et qui est un recueil de 7 nouvelles, qui fait l'apologie des femmes à la beauté un peu alternative, pas les beautés classiques, et qui se sert de ce point de départ, on va dire, de l'amour des jolies femmes, pour discuter sur plein d'autres sujets. Ça peut être l'actualité, il y a un peu de Covid, ça peut être Venise, il y a un texte qui se passe à Venise. On parle beaucoup de Courtney Love, du 11 septembre, on parle un peu de Zaya, du tarot. Enfin, il y a énormément de sujets. C'est un livre très baroque avec son lot de joyeuseté et voilà. C'est un livre rabelaisien, comme dit Rabelais dans l'introduction de Gargantua. Vivons joyeux. Louis Egoïne Delarge, pourquoi les lecteurs devraient lire votre dernier livre? Les lecteurs devraient lire mon dernier livre. Déjà parce que je n'ai pas eu souvenir dans ma mémoire récente qu'aucune œuvre d'art n'ait réellement abordé la question du Covid. C'est-à-dire que jusqu'à présent, toutes les œuvres qui s'y sont attaquées l'ont fait sous un angle, on va dire, potache, humoristique. C'était des comédies avec Danny Boone. Il y a eu un film qui abordait la question sous l'angle allégorique, qui était très bon, qui s'appelle La Tour de Guillaume Niclou, que je recommande aux gens de visionner. Mais sinon, alors même que c'est quelque chose qui a été mondial et qui a touché tout le monde, et où on a été concerné par des confinements, etc., aucun artiste ne s'est réellement emparé de ce sujet-là. Et alors qu'il y a une dimension très romanesque là-dedans. Eh bien, moi, je l'ai fait. C'est un livre qui aborde des questions d'actualité. Je parle aussi dans une des nouvelles il y a un personnage qui est non-binaire et j'essaye d'aborder toutes ces questions-là sous un prisme qui n'est pas figé, c'est-à-dire ni de gauche ni de droite, quoi, en gros, ni dans l'apologie de la chose, ni dans la condamnation. J'essaie de prendre un peu de recul et de comprendre tous ces phénomènes-là, pourquoi ils existent, pourquoi ils émergent, qu'est-ce que ça signifie. Et je pense que on a besoin de réflexion sur tout ça, dépassionné. Et j'essaie de dépassionner un peu tout ça et évidemment de travailler une matière fictionnelle, une matière stylistique, une matière poétique même. Et donc je pense que les lecteurs amateurs de littérature y trouveront leur compte parce qu'on n'a plus de livres aujourd'hui, on n'a plus que des tracts, on n'a plus que des manifestes. Et moi j'essaie de sortir un peu de tout ça. Il faut abandonner l'idéologie et aller vers la pure littérature. Donc c'est un objet de pure littérature comme il en existe de moins en moins malheureusement. Et il me semble que dans votre livre, il y a quelques éléments biographiques, romancés d'une certaine façon. On va y revenir. J'ai noté un peu tous les différents thèmes qu'on pourrait aborder, comme vous le disiez, concernant le Covid, la question du genre. Mais ma toute première question, Louis Egoïne Delarge, sera simple. Êtes-vous carniste? Eh bien, je suis carniste, effectivement, et ça n'a pas été décrété par moi. Ça a été décrété par une jeune femme gironde, plus ronde que gironde d'ailleurs, que j'avais croisée de manière impromptue à une soirée, à une époque où je sortais beaucoup à Metz, et où il était question quasiment dans toutes les soirées que je faisais de la question animale. Alors c'était quoi? C'était la question portée par Émeric Caron à l'époque, qui était très en vogue, le mot m'échappe, mais enfin, existe-t-il des différences entre l'homme et l'animal? Voilà, c'était ça la question. Et donc c'est un débat, c'est des débats dans lesquels je me retrouvais toujours embarqué. Et une jeune femme, à un moment donné, a eu vent, comme ça, de quelques propos que je tenais et m'a qualifié de carniste, comme si c'était la pire insulte au monde et comme si ça représentait une catégorie de la population qu'il fallait quasiment déporter, quoi. Donc, je me suis retrouvé dans cette situation-là. C'était très drôle, hein. On a fini la soirée, on était complètement bourrés, c'était très rigolo.
Oui, ma deuxième question, plutôt sur un autre thème, dirons-nous, êtes-vous transphobe, Louis Egoïne Delarge? C'est compliqué parce que les lecteurs qui liront ma première nouvelle comprendront pourquoi. En fait, j'essaie de comprendre, j'essaie de remettre ce phénomène à hauteur humaine. Je serais transphobe dans la dimension idéologique de la chose. Mais c'est pas parce que ça concerne les trans, c'est parce que je suis contre l'idéologie de manière générale. Je n'aime pas qu'on nous vende un mode de vie pour des raisons idéologiques. Là, j'essaie de comprendre pourquoi ce phénomène trans émerge de plus en plus. Alors, ça n'est pas sans lien avec le Covid, je pense, mais il me paraît y avoir des raisons plus profondes encore que j'ai essayé de décoder à la mesure des moyens qui sont les miens. Je pense avoir proposé une théorie qu'on n'a entendue nulle part ailleurs et que j'invite les lecteurs à découvrir dans la première nouvelle du livre qui s'appelle l'hypermaphrodite. Je travaille sur ce sujet-là en ce moment pour un prochain livre, sur la question du genre précisément, parce que comme c'est une question qui est très très présente, et surtout chez les jeunes générations, et moi je m'intéresse beaucoup aux jeunes générations parce que c'est l'avenir du monde, l'avenir du pays et l'avenir du monde. Et donc je suis très curieux de savoir pourquoi certains choix sont faits et pourquoi certaines directions sont prises. Quel sens ça a dans l'histoire du monde, dans le mouvement perpétuel de l'histoire. Et donc j'essaie de comprendre pourquoi ce phénomène émerge. Et notamment, je suis fasciné par le fait que ça rebat toutes les cartes en réalité de l'homosexualité et de l'hétérosexualité. Parce que finalement, quand on a du désir pour un garçon qui ressemble à une fille, en réalité on a du désir pour une apparence féminine. Donc ça ne peut pas être de l'homosexualité, pour autant on a du désir pour un garçon. Donc où est-ce que ça se situe exactement? C'est des questions qui finissent par se poser un peu malgré nous, puisque ce sont des phénomènes qui émergent. Et alors évidemment tout ça est exacerbé avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec OnlyFans et compagnie. Mais force est de constater que c'est l'écosystème dans lequel les jeunes évoluent. Donc c'est intéressant de se pencher sur ces questions-là et d'essayer de les comprendre. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers, entre autres bien évidemment, mais à travers mon parcours littéraire actuel. En ce moment, il y a une mode des femmes athlétiques. Les femmes vont beaucoup à la salle et on voit même des phénomènes qui émergent, comme il y a une influenceuse russe qui s'appelle Vladislava Galagan et qui a cette particularité d'avoir un visage avec des traits très féminins, une voix très féminine et un corps extrêmement musclé. Et en fait, l'existence même de cette personne est une forme de paradoxe parce que elle dégage quelque chose qui est désirable en soi. Elle a une confiance en elle, elle a un mode de vie qui peut être fascinant pour certaines personnes. Elle met beaucoup en scène son corps. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est pour ça que je me penche sur ces questions-là dans mon œuvre actuelle, parce que depuis que j'écris, quasiment, même avant que tout ça devienne une sorte de mode, je me suis toujours intéressé à la question du corps. C'est pour ça que j'aime les écrivains qui écrivent sur le sexe. J'aime Sade, j'aime Casanova, j'aime Louis Calafert, j'aime tous ces écrivains-là, parce qu'ils se posent la question du corps. Alberto Moravia, qui est un écrivain italien, avait écrit un tout petit livre avec Claudia Cardinal, où il interroge Claudia Cardinal, et il propose à Claudia Cardinal de l'interroger non pas en tant que sujet, mais en tant qu'objet. Parce que finalement, ce que les gens perçoivent de Claudia Cardinal, c'est son apparence, c'est son corps, son incarnation. Il y a quelque chose de presque chrétien derrière ça. Le Christ s'est fait chair. Donc le christianisme intervient à partir du moment où Dieu est un corps. Et donc le corps m'intéresse beaucoup. Et le corps de Vladislava Galagan est quelque chose qui est très étonnant, ne serait-ce qu'à voir. Elle le met énormément en scène, à travers la lumière, elle a sorti un livre il y a pas longtemps de photos d'elle, de nus artistiques, etc. Très joli d'ailleurs. Et donc je m'intéresse à toutes ces questions-là sur finalement comment les cartes du désir sont brouillées et comment on peut essayer, à défaut de remettre de l'ordre dans le jeu qui a été complètement mélangé, en tout cas de lire les cartes et de comprendre les arcanes et leur signification, et pourquoi pas comme une sorte de jeu de tarot, en faire une lecture presque initiatique, presque alchimique, parce que mon livre est un livre très alchimique aussi. Donc toutes ces questions-là sont abordées dans le livre. Vous parliez un peu de vos références littéraires et culturelles. Pouvez-vous les développer? Quels sont les grands écrivains qui vous ont inspiré, les œuvres littéraires, les œuvres cinématographiques?
Alors pour ce livre-ci, très étonnamment, les écrivains qui m'ont inspiré sont pas forcément les écrivains qui font partie de mon panthéon de départ, qui est un panthéon un peu figé, ou avec des grands noms comme Céline, Léon Bloy, Nietzsche, Baudelaire et compagnie. Et, et là, j'ai plus été épuisé dans une littérature plus récente. Ce qui m'a intéressé, c'est de faire un livre qui ressemble un peu aux livres qu'on trouvait à la fin des années 90, début 2000, c'est-à-dire des livres qui analysaient leur époque et qui avaient encore une certaine liberté de ton pour le faire, ce qui, me semble-t-il, a été un peu perdu. Je trouve que les auteurs actuels sont très sages en réalité dans les livres qu'ils proposent. Alors qu'à l'époque, on avait des auteurs comme Maurice G. Dantec, on avait des auteurs comme Guillaume Dustan, on avait des auteurs même comme Houellebecq. Les premiers livres de Houellebecq étaient très sulfureux dans la façon dont ils étaient écrits. Et c'est vrai que pour ce livre-ci, c'est tous ces auteurs-là qui étaient transgressifs réellement pour leur époque. Chacun à sa manière, d'ailleurs. Maurice G. Dantec, par exemple, était très néoconservateur, ce qui pouvait paraître être une position finalement pas si transgressive que ça, mais il l'était d'une manière qui était transgressive. Parce que ce qui comptait pour lui avant tout, c'était l'art et c'était la littérature, et évidemment, la littérature est toujours transgressive quand elle est réellement littéraire. Et donc j'ai essayé de faire un livre qui est réellement littéraire, donc et évidemment, c'était pas l'intention de départ, mais je pense avoir fait une œuvre un tout petit peu transgressive de ce point de vue-là, sauf que je l'ai adapté aux questions modernes. C'est pour ça qu'on parle un peu du... Alors, je parle aussi un peu du 11 septembre, mais je parle aussi du Covid et je parle de la question du genre pour pouvoir faire un livre qui à la fois colle à son époque et qui à la fois s'en distancie, puisque c'est ce que Nietzsche disait, il faut mettre 3 siècles entre soi et son époque. Donc moi, j'essaie de voir ça en ayant non pas 3 siècles de retard, mais 3 siècles d'avance. Et concernant vos lecteurs, est-ce qu'ils ils vous indiquent que votre style ressemble à d'autres grands auteurs ou des auteurs plus contemporains? Est-ce que vous avez des remarques à ce niveau-là? Non, pas tellement. La plupart des auteurs qui ont lu ce livre-ci me disent eh ben, t'as enfin trouvé ta voix, t'as trouvé ton style. Après, les errances littéraires propres à chaque écrivain, hein, un style, ça se construit, ça se forge. Donc, comme on devient forgeron en forgeant, on devient écrivain en écrivant. Et le style ne naît pas comme ça d'une manière magique. C'est pour ça que je parlais d'alchimie d'ailleurs. C'est un grand œuvre. Chaque écrivain accomplit son grand œuvre à travers sa petite œuvre. Et donc là, c'est un livre où je trouve enfin ma voix d'écrivain. Et donc non, pour une fois, on m'a pas dit que je faisais du la manière de, comme disait Céline. Céline avait cette expression où il disait moi je supporte plus les la manière de, c'est-à-dire écrire à la manière d'un autre écrivain. Et ben là pour le coup j'écris comme je fais du Delarge. Louis Goïne Delarge fait du Louis Goïne Delarge, Balthus fait du Balthus et Fellini fait du Fellini. Je vais faire une petite digression lors de cet entretien pour parler de quelques questions d'actualité. Que pensez-vous du conflit au Proche-Orient, du traitement médiatique en France, ce genre de choses? Je m'étonne beaucoup de voir la plupart des journalistes ou en tout cas des figures publiques qui appellent à ne pas importer le conflit, le faire en premier lieu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans leur tête, ne pas importer le conflit, c'est prendre parti. Et ça m'embête toujours quand on me force à prendre parti, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, d'ailleurs. Je pense que il y a une grande escroquerie autour des événements récents, qui est de considérer que ce qui s'est passé le 7 octobre, qui étaient des attaques terroristes terribles avec beaucoup de victimes, soit à prendre comme un événement isolé. Et on oublie que en tout cas on veut nous forcer à oublier que c'est quand même Bonjour. Oui, bonjour. Alors, oui. A few moments later. Où en étions-nous? Eh ben, écoute, je crois que nous avons été interrompus par la maréchaussée. C'est dommage d'ailleurs, on était dans un très beau spot au Jardin du Luxembourg, qui est quand même un haut lieu de littérature. Et apparemment, maintenant, il faut un permis de l'État du Sénat pour filmer au Jardin du Luxembourg pour faire la promotion d'un livre. Alors, on parlait un peu de ce qui se passe au Proche-Orient, donc on va éviter ce sujet un peu épicé non, et là épineux. maintenant, je n'ai plus d'avis sur ce sujet, c'est terminé. Nous condamnons le 7 octobre, bien évidemment. On va revenir donc à nos moutons. Dans ton livre, tu évoques un peu le Covid. Ma question sera simple. Es-tu vacciné, Louis Egoïne Delarge? Je suis vacciné, contre le Covid ou pas, vous ne le saurez pas, mais je suis vacciné.
Le temps s'est interrompu, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on remarque pas mal, je trouve, c'est que la plupart des gens sont restés un peu coincés en 2020, quoi. On a du mal à se dire que depuis 2020, il s'est passé 4 ans, car on est en 2024 quand on enregistre cet entretien. Et donc oui, il y a eu tout un tas. Là, on est d'ailleurs dans un petit square. Du coup, on s'est retranché en toute clandestinité dans un petit square à 2 pas de Notre-Dame, qui est en train d'être reconstruite, Notre-Dame de Paris. Et j'évoque d'ailleurs dans le livre l'incendie de Notre-Dame. Et j'ai l'impression que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'était il y a déjà 5 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui remonte. Et le Covid a interrompu, un peu figé le temps. Et c'est vrai que finalement, on n'en est jamais totalement sorti. Alors moi, je raconte dans la nouvelle éponyme du livre, Vie sublime, comment un jeune homme parvient à surmonter le confinement en s'évadant à Venise par le rêve. Donc c'est une proposition. À vous de trouver les vôtres, à vous de trouver vos royaumes intérieurs où vous évadez pour échapper aux affres de l'État, comme nous qui nous sommes confinés dans ce petit square parce que nous avons été chassés des institutions officielles. Comment définirais-tu un peu ta pensée au global, ton style et ta manière d'écrire, comment tu abordes le contexte et l'actualité? J'essaye de prendre du recul un peu sur les propagandes qui viennent de part et d'autre, et j'essaie surtout de me dire que même quand je parle d'actualité, je ne fais pas un livre d'actualité. Moi, mes maîtres sont les écrivains qui ont pu écrire sous Mitterrand ou sous Napoléon III, et des textes qui ont toujours une actualité brûlante et qui font l'histoire, même si on n'écrit pas d'ailleurs pour faire l'histoire. Moi, j'ai vraiment mon processus d'écriture est vraiment un processus alchimique, quoi. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre les symboles de l'époque. Ça me paraît beaucoup plus intéressant que de faire de l'analyse idéologique, etc. Les symboles sont très importants et les symboles sont éternels. Donc, on peut les lire exactement de la même manière il y a 2000 ans, il y a 80 ans et aujourd'hui. Et donc, j'essaie de décoder l'actualité à l'aune de ce symbolisme. Mais en fait, je suis polémique presque malgré moi, puisque j'essaie de comprendre l'époque. Et en fait, quand on essaie de comprendre l'époque, on dit forcément les choses qui ne sont pas dites. Car les époques sont toujours comprises a posteriori. Et on peut faire des relectures de choses qui se sont produites dans le passé, éventuellement poser des jugements moraux, ce que je me garde bien de faire en toutes circonstances. Et donc finalement la polémique vient du fait que je ne réagis pas à l'actualité de manière épidermique, mais j'essaie au contraire de calmer un peu le jeu et d'essayer de comprendre pourquoi à un instant T, les choses se produisent comme elles se produisent, les courants de pensée arrivent comme ils arrivent, et les modes sont ce qu'elles sont finalement, en tout en sachant très bien qu'elles se démoderont demain. Et surtout les thèmes liés, les thèmes sociétaux, les thèmes politiques, les thèmes géopolitiques. Comment vous situez-vous dans ce contexte-là? On voit qu'il y a beaucoup de clivages entre certains thèmes plutôt liés à la droite ou à la gauche, ce genre de sujet. Moi, j'essaie d'être ni d'un côté ni de l'autre parce que alors c'est un anglicisme, mais j'essaie d'éviter à tout prix le starter pack, ce que j'appelle le starter pack. On dit le starter pack de droite, on doit penser telle chose, telle chose, telle chose, telle chose sur tel sujet, et le starter pack de gauche, on doit penser telle chose, telle chose, telle chose sur tel sujet. Je pense qu'il y a du bon à prendre des deux côtés. Encore faut-il pour cela avoir bien étudié la question et connaître à fond son sujet, ou en tout cas le plus à fond possible. Et je pense que disons la vérité, si on est en recherche de quelque chose qui s'en approche, est une sorte de savant mélange des deux. Justement, on revient à l'alchimie, un peu comme dans un chaudron où finalement on mélange divers ingrédients et qu'on fait chauffer et qu'on amène à feu doux. Et finalement, c'est de ça que va sortir, c'est grâce à ça qu'on va réussir à transformer le plomb en or. Et j'essaie de transformer le plomb de l'actualité qui est pesante, Céline disait « Dieu qu'ils sont lourds », en l'or du verbe. C'est ça mon processus. Pour cet entretien, je pense qu'on a terminé autour du livre et un peu de votre pensée. Pour terminer, on pourrait évoquer un peu vos diverses passions. Avec une question simple, quels sont vos films préférés? Je sais que vous êtes très attaché. Je suis très cinéphile, ouais. Très cinéphile. Ouais, alors moi j'aime beaucoup Sorrentino.
surtout dans sa période plutôt récente. J'adore La Grande Bellezza, j'adore les deux séries, les deux saisons de la série qu'il a faites, sa série papale, The Young Pope et The New Pope, qui sont quasiment du cinéma, hein. C'est de la série, c'est sous forme de série, mais c'est du cinéma en réalité. Donc j'aime beaucoup Sorrentino. Et puis je vais bien aimer aussi des films. J'en avais parlé dans un entretien sur un autre média, de dire qu'il faut quand même prendre en compte que notre génération, on est les enfants des années 90, on est les enfants du grunge, on est les enfants d'une certaine forme d'américanisation. Et évidemment, il ne faut pas qu'on fonctionne totalement comme ça, mais s'en détacher complètement et faire comme si ça n'avait pas existé, pour moi, n'est pas une solution non plus. Donc je vais beaucoup aimer les films j'adore l'année 1999, par exemple, au cinéma, avec des films comme Fight Club, comme American Beauty, comme le projet Blair Witch, qui sont des films très grunge, finalement, quand on regarde. J'aime beaucoup des films comme Donnie Darko, et puis je vais beaucoup aimer des films un petit peu plus niche, comme Della Morte e della More, par exemple, de Michele Soavi, ou Buffalo 66 de Vincent Gallo. Voilà, c'est ce type de cinéma que j'aime bien, qui à un moment donné va s'intéresser à l'individu, et pourquoi un individu peut avoir certaines pulsions, pourquoi un individu peut réagir comme il réagit, pourquoi un individu peut avoir une personnalité un peu hors norme, et en quoi ça peut être j'aime pas tellement ce mot, mais une richesse pour lui, plutôt que quelque chose qui va être vu comme quelque chose de mauvais parce que marginal. Godard disait la marge, c'est important parce que c'est ce qui fait tenir les pages du cahier ensemble. Donc finalement, la marge m'intéresse beaucoup. C'est ça, le cinéma des marginaux m'intéresse énormément. En bonus, une question plus personnelle. Qu'est-ce que ça vous fait d'être devenu père tout récemment? Eh bien, je suis père d'une petite fille depuis 1 an, d'une adorable petite fille à qui je consacre une des nouvelles du livre que j'ai écrite au moment où sa mère était enceinte. Donc finalement, il y avait déjà un processus alchimique qui était en cours, parce que c'est quand même la création d'un être vivant. Et quand cet être arrive, évidemment, on ne peut que égrener les poncifs. Ça change la vie, c'est merveilleux, on a l'impression... Moi, c'est une réflexion que je m'étais faite quand elle est née. Là maintenant elle a 1 an, donc elle commence à être un peu plus autonome, mais quand je voyais vraiment un petit être qui était moi en fait, et je me disais, j'ai une idée, un concept qui me tombe dans la tête depuis longtemps et dont je songe à en faire, à faire l'objet d'un roman ou d'une nouvelle ou je sais pas quoi, qui est de dire, mais finalement un type qui irait dans l'espace à une vitesse extraordinaire et qui reviendrait à la même vitesse, potentiellement, il briserait la chaîne du temps et il pourrait se croiser lui-même, et il pourrait se voir lui-même. Et en fait, ce serait pas se voir dans un miroir, se voir dans une vidéo, voir quelqu'un qui nous ressemble, etc. Ce serait se voir vraiment soi-même. Et je pense que quand on fait un enfant et qu'on a ce petit être dans les bras, on se voit soi-même, et c'est peut-être une façon de réaliser cette chose-là. Merci Louis Egoïne Delarge. Ben, c'est moi. Je rappelle que vous avez sorti donc ce dernier ouvrage intitulé Vie sublime et autres gourmandises. Il est édité comment? Alors, il est auto-édité, comme mon premier livre, Chronique de Lamba, dont j'avais longuement parlé dans cet entretien qui n'est pas sorti. Donc, vous pouvez retrouver les 2 livres. Je n'ai pas Chronique de Lamba malheureusement ici, mais les 2 livres sur mon site au commencement était le verbe.fr. Au commencement était le verbe tout attaché sans accent.fr. Et puis, vous pouvez choisir de commander un livre ou les 2. Et les 2 livres sont très complémentaires. D'ailleurs, le premier est plutôt la phase sombre, la phase dépressive. Et puis le deuxième est une sortie, un arrachement de cette phase plutôt vers la lumière. Donc, Vie sublime et autres gourmandises, qui, au-delà de l'actualité, raconte aussi la création d'un être, la création de soi et la création d'un autre être qui peut être éventuellement son enfant. Bien que ce n'est pas le sujet principal du livre. Le sujet principal du livre étant les beautés alternatives, sous le haut patronage de Courtney Love, dont on n'a pas parlé dans cette interview, mais à qui je consacre une nouvelle complète, et qui est une figure un peu underground pour qui j'ai beaucoup d'affection. Donc, vive Courtney Love et vive ma fille.